Bonjour tout le monde. Merci. Allez, première question, micro 1. Bonjour, M. O'Toole, Louis Blouin de Radio-Canada. Dans votre cadre financier, on constate que vous voulez annuler les ententes pour le financement des places en garderie pour les provinces, annuler l'entente avec le Québec de 6 milliards de dollars. Ma question, elle est simple. Vous dites que vous voulez travailler, vous coordonner avec M. Legault. Il y aura combien sur la table pour le Québec, M. O'Toole? On va coordonner avec le Premier ministre Legault. Et dans notre budget, on a un plan chiffré pour ça. Parce qu'on doit travailler ensemble sur la garderie, je respecte les champs des compétences. Et en plus, on a une approche pour toutes les familles québécoises et particulièrement une approche juste pour les familles à faible revenu. On va payer 75 %. Donc, ça serait une approche d'un fédéralisme de partenariat. Micro 2. Bonsoir, M. O'Toole. Mélanie Tremblay, Franco-Presse. À la fin du débat, vous avez effleuré la question de l'éducation postsecondaire en français en milieu minoritaire. Vous avez dit que vous avez un plan. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus en profondeur sur qu'est-ce que c'est que votre plan pour l'éducation postsecondaire en français à l'extérieur du Québec? J'ai dit qu'on a un fonds pour les investissements dans les écoles secondaires, postsecondaires, parce que les communautés francophones hors Québec sont très importantes. Et je suis fier de nos deux langues nationales. J'ai appris mon français dans les Forces armées canadiennes comme un anglophone. Et on doit appuyer nos programmes à travers le pays. C'est pourquoi on va créer un fonds spécifique pour ça. Opérateur, nous sommes prêts pour une question du téléphone. OK. Merci. OK. On ne voit pas de questions du téléphone. Nous allons aller dans la salle ici et nous reviendrons au téléphone dans quelques instants. Mr. O'Toole, Ryan Templeton, National Post. Your platform released today includes almost as much spending as the Liberal platform suggests over the next 5 years. I'm wondering why fiscally conservative voters who have supported your party in the past, who are concerned about debt and deficit, why should they support your party now, given the level of spending you're projecting? Because I think Canadians want the country to get back on its feet and people back to work. We want to help the businesses in crisis. So for the next couple of years, we are spending in 2 key areas to get businesses back on track, particularly highly affected sectors, and to focus on the health and well-being of Canadians. So we're making historic investments in a predictable, without condition fashion for the provinces. So we're prioritizing spending. And we have a plan to balance the budget over the course of the decade. I'm very proud that we now have the report from the Parliamentary Budget Officer confirming our plan, and it's the plan Canada needs for the future. We will now go back to the phone. Nous allons retourner au téléphone pour voir s'il y a une question. Opérateur, est-ce qu'il y a une question au téléphone? Oui, nous avons une première question de Moka Berzigan de Rebel News. À vous la parole. Hello? Yes, go ahead. Hello? Hi. This is Moka Bezirgan with Rebel News, and my question is to Mr. O'Toole. Do you think that natural immunity from having COVID and recovering from it should be an exemption under vaccine rules? Are there any other exemptions would you support, like for religious reasons? I couldn't hear all of the question, but we've been very clear on our approach on vaccines. Vaccines are critically important. They're safe and effective for use. I encourage everyone to get vaccinated. I've been very public in that. We do respect people making their own decisions about their health care, and that's going to be our approach. We must inform and encourage and respect people as we use all tools to fight COVID-19, everything from masks to rapid testing, in addition to getting vaccine levels up as high as possible. Thank you. We'll go to mic number 2. Hi, Jenna Kokula with The Wire Report. So the CRTC has been under fire recently for making by small internet service providers for making a series of anti-competitive decisions, such as its recent decision to overturn the wholesale rates back to 2016 levels. And there's currently a petition before Cabinet to reverse that decision. Would you support them in overturning that?
Well, we want to expand high-speed connectivity and have more competition in the country. So we have an ambitious plan to meet that by 2025 and to invite in more competition to bring down prices. The one thing we want to also do is to make sure there's no spectrum squatting by players. So we're going to look at ways to make sure that we have more competition, more choice, lower prices, and have high-speed connectivity 5 years faster than Mr. Trudeau. That will be our commitment. Question from Mike 1, please. JP Tasker, CBC News. Mr. O'Toole, your costing platform includes a lot of new money for healthcare spending, but a lot of it is backloaded to the end of the decade. A huge amount of it really is not coming until the end of the 10 years that you promised. The system is on the ropes. Many people agree. It really does need funding now. Why are you choosing to put off all of this new spending until the last half of this decade? Well, the spending's very strategic. We're giving provinces a stable and predictable line of funding, and we're increasing by 6% per year. So as you get several years, that amount starts to go up quite quickly after a few years. In addition to this, we're going to have investments in mental health and wellness, in addiction, because I agree, we have to support our public system, our frontline nurses and physicians. Unlike Mr. Trudeau, he does not hire those people. Our provinces do. They need several years to plan for new doctors, new nurses, new PSWs. So we're going to have a stable, predictable, and record level of increase to health spending. That will get our system back on its feet after COVID. Et maintenant, une question du téléphone. Opérateur? Merci. La prochaine question est de Pascal Gachette, Journal Métro. À vous la parole. Bonjour, Monsieur O'Toole. Alors, pendant les débats, vous ne semblez pas prendre de risques et vous répétez inlassablement votre discours. En plus de ça, Monsieur Trudeau pense que vous n'avez pas de leadership. Alors, Monsieur O'Toole, est-ce que vous avez vraiment la stature du Premier ministre? Répétez la question, j'ai un problème d'entendre. Monsieur Trudeau vous a ciblé en disant que vous n'aviez pas de leadership. Est-ce que vous, Monsieur O'Toole, vous avez vraiment la stature du prochain Premier ministre? Je suis très expérimenté comme un chef. C'est très important d'avoir les expériences. J'ai servi 12 ans dans les Forces armées canadiennes, une décennie dans le secteur privé comme un avocat. J'étais un ministre des anciens combattants. Je suis prêt pour les défis devant nous. Plus prêt que M. Trudeau. On a un plan aussi, le plan pour le rétablissement du Canada. Et les Canadiens, les Canadiennes méritent un leader prêt avec un plan. Et maintenant, au micro 2. Bonjour, M. O'Toole. Je vous ai parlé à vous et à plusieurs de vos candidats à cette élection. Je vous ai posé des questions et vous m'avez répondu. Mais quand votre personnel a découvert que j'étais avec Rebel News, ils m'ont interdit l'entrée et également certains de vos candidats se sont enfuis de moi, dont Gérard Deltel. Ne pensez-vous pas que c'est votre travail de parler à tous les Canadiens et pas seulement à ceux qui sont en accord avec vous et que les personnes que vous aimez? On a un plan d'avoir une campagne positive. J'ai des attentes d'avoir une approche comme ça à travers le pays. C'est pourquoi chaque jour, j'ai une conférence de presse après mon annonce. C'est pourquoi au début de la campagne, on a lancé notre plateforme et nous venons de recevoir le rapport de le directeur parlementaire du budget. On a une approche de transparence sur notre plan. Et c'est important pour moi, comme chef, de répondre aux questions comme ce soir. Merci. Micro numéro 1, s'il vous plaît. Mr. O'Toole, good evening. Omar Sechdine, CTV News. You have been saying that you will invest $60 billion in healthcare over the next 10 years, and yet costing out today shows that only $3.6 billion of that will be dispersed over the next 5 years. So my question is it really fair to be asking Canadians that they will only get the bulk of this health money if they give your government multiple mandates? Is that not disingenuous? No, because what the premiers have been asking for is predictable, long-term, stable funding and without conditions. That's particularly important for many of the premiers, including Premier Legault. That's what we're offering here. 6% increases per year as a minimum. If we have better economic growth, which we're going to work very hard to attain, it will be larger than that. So it does mean over time that 6% has a compounding effect.
In addition to that, as you know, we're making investments, historic investments, in providing treatment services for the rise of addiction in the pandemic. We're going to have, as our third pillar, national leadership on mental health. So we'll be there as a partner with predictable funding for the provinces and additional programs to help our country recover. C'était la dernière question. Merci beaucoup, M. O'Toole. Merci beaucoup, tout le monde. On your device's keypad, if you have a question for Mr. Blanchette. Merci beaucoup. We will start with mic number 1. Mr. Blanchette, good evening. I'm curious to hear you talk about Mr. O'Toole's commitment to... May I know which media you're from? Oh, Justin Ling, freelance. Sorry, apologies. Okay. You've been critical of Mr. O'Toole's commitment to childcare. Today, he releases costing for his healthcare transfers, which will be less in the first 5 years than I think he suggested. Do you take issue with that? Do you feel like it is not what the province of Quebec has been asking from the Conservative leader? It clearly is not what the provinces and Quebec are asking. They are asking for an increase up to 35% of the cost of the system. What he's saying is that it's going to go 6% a year, normal rate, which maintains the support for the healthcare system in the provinces at almost exactly the same level as it is now. There's a hole of $28 billion in his proposal, so it's not something to be accepted. And I can't wait to know what will be the answer of the government of Quebec about the daycare system and the disparition all of a sudden of $6 billion for Quebec. Micro numéro 2. Bonjour, M. Blanchet. Jean-Michel Clermont-Goulet pour Narcity Media. Je me demandais, il y a une tension entre vous et M. Trudeau durant le débat là, concernant M. Trudeau qui parlait au nom des Québécois. Là. Il s'est dit fier d'être Québécois et n'a-t-il pas le droit de parler au nom des Québécois en tant que Québécois? Il y a une institution qui parle au nom des Québécois. Ça s'appelle l'Assemblée nationale du Québec. Il y a là 125 élus qui, dans un grand nombre de cas, ont adopté à l'unanimité des propositions ou des motions allant totalement à l'encontre des positions de M. Trudeau. Fait qu'on peut bien déchirer 3 chemises dans un débat, crier « Je suis Québécois, je suis Québécois, je suis Québécois ». C'est comme quelqu'un qui se fait ramasser puis qui crie « Je suis innocent, je suis innocent, je suis innocent ». Ça prouve pas grand-chose. S'il se met à l'écoute de ce que Québec veut, il va arrêter de contester, de permettre que soit contesté ou de financer la contestation, par exemple, de la loi 21, qui correspond à un large consensus au Québec, ou même de l'éventuelle loi 96. Et je nous rappelle que ni lui, ni M. O'Toole ne se sont engagés
à ne pas déférer à la demande de la Commission scolaire anglophone de Montréal l'enjeu de la nation à la Cour suprême ou l'enjeu de la langue commune, langue officielle à la Cour suprême. Donc, on est encore dans, c'est probablement classique dans un débat, des réponses un peu ambiguës avec plein de grands énoncés d'intention et très peu de matière. I'm sorry? This thing is mostly in English. I would say that there's one institution that speaks for Quebec and Quebec only. It's the Assemblée nationale du Québec. And the Assemblée nationale du Québec has taken a lot of votes unanimously promoting the values of Quebec against the positions of Mr. Trudeau. So he may scream as many times as he wants that he is a Quebecer as much as I am. This is probably true. But in terms of institutions, this is the Assemblée nationale du Québec which speaks for Quebec. Et une question du téléphone, opérateur. Est-ce qu'il y a une question? Oui, merci. La question vient de Raymond Filion, TVA. À vous la parole. Oui, merci beaucoup. Bonsoir, M. Blanchet. J'aimerais avoir votre point de vue au sujet de la proposition sur les garderies dans le plan fiscal des conservateurs. Ce soir, là, on parle d'enlever l'argent que les libéraux ont donné, mais les conservateurs disent qu'il y a un 9 milliards pour conclure des ententes. Pensez quoi de ça? D'abord, j'en ai contre toutes les affirmations faites par M. O'Toole et par M. Trudeau. Nous allons collaborer plus tard. Non, non, on est en campagne électorale, là. On peut-tu répondre aux questions maintenant? On ne pelte pas par en avant, surtout quand on est celui qui a déclenché une campagne électorale puis qui n'a pas été foutu de déposer un programme avant 2 semaines. Et pour ce qui est de M. O'Toole, je nous rappelle que dans son programme, il y a 6 milliards qui disparaissent pour les garderies. Il n'y a pas une scène pour les retraités puis les aînés de plus que ce qui existe maintenant. Et il n'y a pas les transferts en santé demandés par les provinces et le Québec. C'est quand même étonnant qu'on réussisse à faire semblant qu'on va s'en sortir alors que les principales dépenses demandées n'existent même pas dans son plan, contrat, deal unilatéral, auto-négocié, que personne n'a signé puis qui change chaque jour. Micro 1, s'il vous plaît. Catherine Lévesque, La Presse canadienne. Bonjour, M. Blanchet. J'aimerais renchérir sur la question de mon collègue sur cet échange animé que vous avez vu avec M. Trudeau qui a réitéré qu'il était québécois. Est-ce que vous êtes en train de suggérer que les Québécois forment un bloc monolithique, qu'ils pensent tous pareil? Évidemment pas. Les Québécois votent, mais les Québécois votent pour élire le seul Parlement qui ne parle que pour le Québec. Et le seul Parlement qui ne parle que pour le Québec, c'est l'Assemblée nationale du Québec. Il y a des Québécois qui ont un ensemble de positions très différentes les unes des autres. C'est ça le charme de la démocratie. Mais ça ne permet pas à quelqu'un qui siège dans un autre Parlement composé à très grande majorité par des gens qui ne sont pas du Québec, évidemment. C'est le principe même de cette étrange chose qu'on appelle le Canada. Mais il ne peut pas dire qu'il parle pour le Québec, autant qu'il peut dire ou qu'il ne peut pas dire qu'il parle pour l'Ontario, l'Alberta, la Colombie-Britannique. L'Assemblée nationale du Québec parle juste pour le Québec et, incidemment, le Bloc québécois parle juste pour le Québec, ce qui me permet de ramener le fondement de mon intervention. Si c'est bon pour le Québec, on sera pour. Si c'est mauvais, on sera contre. Et comme on l'a fait à de nombreuses reprises, on essaiera d'améliorer les choses pour que ce qui est adopté soit bon pour le Québec. Et dans ce contexte-là, puisque personne qui proposera des bonnes choses pour le Québec n'a quoi que ce soit à craindre du Bloc québécois qui collabore quand c'est bon, est-ce qu'il y a un de ces deux partis-là qui mérite une majorité? Micro numéro 2, s'il vous plaît. Bonjour, M. Blanchet, Raphaël Pirot, agence QMI. Je voulais, vous avez parlé des langues officielles. Vous avez ouvert la porte à reconnaître toutes les langues autochtones comme des langues officielles. Disons, ça ressemblerait à quoi le Canada avec autant de langues officielles? Quelle est votre vision, si vous pouvez peut-être détailler un petit peu plus? Je parle sans aucune hésitation de la reconnaissance des langues autochtones. Sur le territoire, puis c'est assez précisément ce que j'ai dit, sur le territoire de ce qui s'appelle présentement le Canada, il y a plusieurs nations. Il y a la nation canadienne, il y a la nation québécoise, il y a de nombreuses nations autochtones. Chacune des langues autochtones mérite assurément une forme de reconnaissance. Je ne crois pas que le Parlement fédéral puisse ou doive demain matin avoir en traduction simultanée dans chacune des langues du territoire. Je ne pense pas ça. Mais entre ça, qui est un extrême, et continuer à regarder les langues autochtones s'étioler, s'effriter comme une peau de chagrin
parce qu'elles ne sont ni reconnues ni suffisamment soutenues pour qu'elles soient parlées, et une langue n'existe que quand elle est parlée, que quand elle vit, je pense qu'il y a des gestes à poser. Et ces gestes-là ne doivent pas être avec paternalisme imposés ou suggérés par la tutelle fédérale, mais bien venir des premiers peuples eux-mêmes, qui pourront formuler des demandes par rapport à comment ils souhaitent que les langues soient reconnues, mises en valeur. Et là, je pense que comme amis, alliés, dans une relation de nation à nation, on pourra progresser de façon très importante. Une question du téléphone, s'il vous plaît. Opérateur, est-ce qu'il y a une question? Oui, merci. La prochaine question est de Olivier Demers, L'Exil. À vous la parole. Oui, bonsoir, M. Blanchet. Tout à l'heure, vous avez parlé des étudiants francophones étrangers. Depuis quelque temps, nous voyons dans les médias des reportages qui mettent en avant un retard qui semble provenir d'immigration, réfugiés et Citoyenneté Canada concernant le permis d'études et documents nécessaires avec témoignage à l'appui. Cela cause du stress auprès de plusieurs. Que pensez-vous de cela et est-ce que vous pensez que des changements du côté du système devraient être faits? Je pense qu'il doit y avoir une accélération du processus de traitement des dossiers en immigration en général. Lorsque les fonctionnaires ou le gouvernement lui-même dit « on est désolé, on est barré, on n'est pas capable d'avancer, les piles baissent pas », on a évidemment un problème. Et évidemment aussi, il faut augmenter les ressources. Je comprends et je reconnais la légitimité pour le Canada ou le Québec de recevoir, par exemple, des réfugiés afghans. Mais il faudra déployer davantage de ressources pour que l'ensemble de la machine de traitement des dossiers d'immigration soit pas complètement embourbée dans ce contexte-là. Et je continue à trouver déplorable que des étudiants francophones africains se fassent presque systématiquement, on est dans le 80%, refuser leur séjour sur le territoire pour venir étudier. Quel potentiel extraordinaire, d'ailleurs, immigration, le cas échéant, que des jeunes qui viennent s'installer, aller chercher une formation supérieure ou viennent chercher une formation supérieure sur le territoire québécois, peut-être même dans la perspective d'y demeurer, c'est exactement ce dont on a besoin. Nous avons le temps pour une question rapide au micro 1. M. Blanchette, bonsoir, Louis Blouin de Radio-Canada. Est-ce que vous préférez un gouvernement conservateur ou libéral? Il me semble que vous avez déjà entendu celle-là. Bon, écoutez, est-ce que je veux de la tarte aux pommes ou de la tarte au sucre? Là? Pour l'instant, j'aime mieux pas manger de dessert. Le fait est que quel que soit le choix des Canadiens, moi, ma proposition, parce que le Bloc, si ça sert le Québec, sera un bon collaborateur, je dis aux Canadiens, choisissez votre gouvernement. Moi, je propose aux Québécois, par simple prudence, compte tenu de ce qu'on a entendu, que ce gouvernement-là soit minoritaire, et ça, à peu près tout le monde à travers le Canada et le Québec le dit, la route vers un gouvernement minoritaire, c'est un nombre plus élevé de députés du Bloc québécois qui, encore une fois, sont de bons collaborateurs quand c'est bon pour le Québec. C'était la dernière question. Merci beaucoup. Charles. Ben, merci bien tout le monde. The next leader to take questions will be Mr. Trudeau. If you have questions for Mr. Trudeau, please press *1 on the device's keypad now. Nous allons directement aux questions avec le micro numéro 2, cette fois-ci. Allez-y. Andrew Lawton, True North. Prime Minister, in 2019, you accepted the assertion of the Missing and Murdered Indigenous Women and Girls report that Canada had engaged in genocide. More than 2 years later, do you believe that Canada is still engaging in genocide? And if not, what's changed? And if so, what are you doing about it? Well, when I visited Cowessess First Nations to grieve with them over the unmarked graves of the children that we had
so cruelly mistreated as a country and ripped away from their families over the past many, many generations and decades. We also took a very concrete step forward on removing kids at risk from the provincial system of treatment and keeping them in their communities, in their language. And it is concrete steps like that that actually doesn't just grieve over the terrible tragedies of the past, but takes steps to correct and move forward that makes all the difference. Ian Bailey, Globe and Mail. Mr. Trudeau, your Conservative rival has just released his platform costing today. I wondered if you had a comment on that, but also about, and I'll squeeze in another question, if you had a comment on the disruption that may come with the cancellation of the childcare plan that you and your government have negotiated over the last months, particularly in Quebec. I think the fact that the Conservatives only got around to sharing their costing minutes before the big national debate shows just how embarrassed they are about that costing. Because it shows that despite what Mr. O'Toole has been saying over the past many, many weeks, he actually is not delivering on any of the things he knows Canadians need. His decision to rip up $30 billion worth of childcare investments of 250,000 spaces across the country, $10 a day for families, which isn't just a social program that's good for families and kids, but also an essential driver of exactly the economic growth we're going to need as we recover from this pandemic, demonstrates that he's simply not there. The health transfers that Canadians need now, as we've gone through this pandemic, are all backloaded to 7, 8 years from now. We will have a lot more to say about the weak leadership and the weak plan for the future that he's actually laying out in this so-called costing over the coming days. But I think Canadians can see that once again, he's pretending to be the kind of leader that Canadians want. But when you actually scratch the surface and look into what he's actually committing to, what his promises actually are, you see that he's just busy trying to mislead Canadians. Nous allons prendre une question du téléphone. Opérateur, est-ce qu'il y a une question? Oui, merci. Elle nous provient de Tamara Ugolini, Rebel News. À vous la parole. Hello, thank you. Mr. Trudeau, the only reason that I'm allowed to ask you this question is because today the federal court ruled that the government doesn't have the right to determine who is or is not a journalist. This is the second election in a row that the court had to overturn your government. Do you still insist on being able to make that decision, and why? First of all, questions around accreditation were handled by the Press Gallery and the consortium of networks who have strong perspectives on quality journalism and the important information that is shared with Canadians. The reality is organizations like yours that continue to spread misinformation and disinformation on the science around vaccines, around how we're going to actually get through this pandemic and be there for each other and keep our kids safe, is part of why we're seeing such unfortunate anger and lack of understanding of basic science. And quite frankly, I won't call it a media organization, your group of individuals need to take accountability for some of the polarization that we're seeing in this country. And I think Canadians are cluing into the fact that there is a really important decision we take about the kind of country we want to see. And I salute all extraordinary, hardworking journalists that put science and facts at the heart of what they do and ask me tough questions every day, but make sure that they are educating and informing Canadians from a broad range of perspectives, which is the last thing that you guys do. Continuons dans la salle, au micro 2.
Hi, Jenna Kokula with The Wire Report. CNOC, the association representing competitive internet service providers, said that the Liberals haven't met their commitment to telecom affordability, and there's currently a petition to reverse the CRTC's wholesale decision. Would you commit to reversing that decision, and where do you stand on also the Rogers-Shaw merger? The commitment we made a number of years ago to Canadians was that we would see wireless charges in this country, wireless bills for Canadians, decrease by 25%. There have been significant decreases of around that, but we're going to watch very, very closely to make sure that indeed wireless costs are being driven down for Canadians, because the alternative, and we've also been very clear on this with the wireless companies, the telcos, that if they are not bringing down those prices, we will bring in much more competition so that they drive down the prices for Canadians. So it's up to the telcos to either do this, or we will make sure they do this in the way they don't want, which is to bring in more competition. Micro 1, s'il vous plaît. Stephanie Taylor with the Canadian Press. You said during the debate the cap on emissions from oil production will be decided by experts, but you also implied emissions have already been capped or haven't been going up the past couple of years. Emissions from oil and gas production have gone up almost 10% since you took office. So what cap are you referring to? We have seen that emissions from the oil and gas sector over the past number of years have been around the 190 megaton mark every year for the past few years. With the end of the pandemic, with oil prices rising again, we've seen a certain amount of ambition by the oil and gas sector to start turning on the taps once again and go even faster. But we know that that is completely incompatible with reaching net zero in the coming decades, which is absolutely essential. So the fact that most of the large oil and gas companies have committed already to reaching net zero by 2050 gives us that ability and that understanding that we can therefore demand that they have real plans to reach that. And that starts with making sure that emissions from the oil and gas sector in this country no longer increase, and we will work with our net zero advisory panel to set clear benchmarks every 5 years for where and how they need to decrease in a manner consistent with attaining that net zero by 2050. We are the only party with a serious and ambitious plan to fight climate change. What we saw tonight highlighted the fact that there's a lot of lovely rhetoric out there, but woefully few details on how we're actually going to do the hard work. Because it is hard work, as everyone could see over the past few years, of actually getting to a place where we're going to reach 36% below our 2005 targets, which is more than the Harper targets. We will keep doing what is necessary to fight climate change with all our capacities, all our power, while creating opportunities for jobs in the green economy right across the country. Et une question du téléphone. Opérateur, est-ce qu'il y a une question? Oui, merci. Elle nous vient de Raymond Filion, TVA. À vous la parole. Merci, bonsoir, M. Trudeau. J'aimerais revenir sur votre échange avec M. Blanchet ce soir au sujet de l'identité. Son point, nous a-t-il dit en conférence de presse tout à l'heure, c'est que l'Assemblée nationale est le seul Parlement qui parle pour le Québec et que le Parlement fédéral prend souvent, et vous en particulier, vous prenez souvent des positions qui vont à l'encontre de ce que l'Assemblée nationale décide. Vous réagissez comment ça? On est 78 députés du Québec élus pour siéger au Parlement du Canada. De ces 68 députés, on est 11 à s'asseoir autour de la table du Conseil des ministres pour le Canada entier. On demeure des fiers Québécois et cette insinuation, cette prétention de M. Blanchette que si on ne croit pas à l'indépendance, on n'est pas un vrai Québécois. Si on passe tout notre temps à écouter exactement tout ce que dit l'Assemblée nationale, on n'est pas un vrai Québécois, est tout simplement irresponsable.
La réalité, c'est qu'on est plusieurs très fiers Québécois qui siégeons à la Chambre des communes et qui vont toujours défendre nos communautés, nos intérêts et faire notre job. Et l'idée que ça veut dire qu'on n'écoute pas l'Assemblée nationale est aussi fausse, parce que j'ai démontré au cours des derniers mois, au cours des dernières années, qu'on travaille très bien, main dans la main, avec le premier ministre Legault pour livrer sur l'Internet à travers le Québec, pour livrer pour l'aérospatiale, pour livrer sur les garderies avec une entente asymétrique qui va quand même permettre à M. Legault de créer des trentaines de milliers de nouveaux espaces pour les Québécois en garderie. Nous allons travailler en partenariat pour livrer pour les Québécois. C'est ce qu'on fait depuis le début, mais je comprends que M. Blanchette n'aime pas ça, qu'un gouvernement fédéral soit aussi présent pour répondre aux besoins des Québécois qu'on l'a été pendant cette pandémie et comment on continue de l'être. Merci. C'était la dernière question. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Nous allons aller directement aux questions, en débutant avec le micro numéro 2, s'il vous plaît. Il n'y a personne au micro numéro 2. Mic number 1, please. Good evening, Ms. Paul. Justin Ling, freelance. I'm wondering if you can speak a bit to Justin Trudeau's criticism, I suppose, of the other parties on their climate plans. He suggested that he's the only one with a credible plan on how to get to the 40 or 45% reduction target that he set for himself. You chided him on stage for that this evening. I'm wondering if you can expand a little bit. Well, I just, again, I leave it to the good people of Canada to decide whether that is a credible statement. And frankly, if it is, they should be extremely concerned, because we have never succeeded in meeting any of our targets. We are one of the worst emitters per capita. And we know, we have been told by the International Energy Agency, we've been told by the United Nations, we've been told by the Intergovernmental Panel on Climate Change that we cannot continue to extract fossil fuels and hope to meet even our modest targets. So saying something like that again, I understand in the heat of an election things are said, but it's simply not correct. The plan that the Liberals have proposed is, as Elizabeth May actually had said in 2019, a plan for failure. We are ready and willing to work across party lines on this issue because it's not partisan, and I think it's time for Mr. Trudeau to acknowledge that he just simply does not have the ideas and he does not have the plan, and certainly working with some more Green MPs gives us a much greater likelihood of success on the climate. Mic number 2, micro numéro 2, s'il vous plaît. Bonjour, Madame Paul. Jean-Michel Clermont-Goulet de Narcity Média. Bonjour. Bonjour. Durant le débat, c'était votre premier débat en français? Oui. Non, en fait, pendant le cours à la chefferie, j'ai eu beaucoup de débats en français. Mais pour les élections fédérales, c'était votre premier? Oui. Ça s'est relativement bien déroulé. On vous a peut-être senti un peu timide, reculé comparé aux autres chefs. Y a-t-il une raison
pour ça? C'est le restreint. L'idée de les débats, c'est d'offrir une opportunité pour les électeurs et les Canadiens et Canadiennes d'évaluer leur choix. Moi, je suis là pour éduquer, je suis là pour participer, mais pas pour participer dans des confrontations. Alors, si je le vois déraper un peu, je me laisse un peu tranquille et je choisis mon moment. J'espère que... Non, alors, c'est bien que si vous avez noté ça. Merci. Ms. Paul, JP Tasker from CBC News. Hello. How are you? If we're to believe the polls, it seems that your party's support has declined rather substantially from the 2019 election campaign, and some people who might have been vying for a seat last time really have no hope this time around. What are you going to do to turn it around? People are going to the polls on Friday. There's really not a lot of time to pick up your level of support among Canadians. How are you going to change that? Well, I hope I persuaded some people tonight, and there's no question that what has gone on internally in our party and how it's been reported and how we weren't able to wrap that up before this election has harmed us. There's no question about it. What I'm trying to tell people is our values fundamentally remain the same, and particularly our candidates, their commitment to their communities, their commitment to green values, and certainly their commitment to real action on the climate and progressive policies remains the same. And so ultimately our system is based on voting for an MP to represent a community. If people focus on that, I think they're going to find a lot of great green MPs to choose from. Une question du téléphone, s'il vous plaît. Opérateur, est-ce qu'il y a une question au téléphone? Certainement. Merci. La question nous vient de Adam Seuss, Rebel News. À vous la parole. Uh-oh. Hello. This debate is an insiders club for the political establishment. It banned Maxime Bernier and the People's Party, even though he's ahead of you and the Bloc combined in the polls. It also banned myself and Rebel News from even reporting until the federal court interjected and said that was illegal. You haven't spoke out against this exclusion. Do you think that all voices should be heard in Canada? I didn't fully hear the question. The sound isn't fantastic. I believe you asked if voices should be heard. I certainly believe that there is space and should be space for differences of opinion. I believe that our democracy is healthier when we have a diversity of opinions. I think that actually what has gone on within my party has demonstrated that there are many healthy debates going on within politics, some of them difficult. So if that was your question, then certainly. I certainly am not looking for people just to agree with everything that I have to say. I think that Parliament is a place where we should be able to have robust exchanges, but still find the common ground. And there is a difference between having legitimate differences on policy and hyper-partisanship. We need to change the culture of politics. Micro numéro 1, s'il vous plaît. Bonjour, Madame Paul. Catherine Lévesque, La Presse canadienne. Vous avez passé la majeure partie de votre campagne dans votre circonscription de Toronto-Centre. Je me demandais qu'est-ce qui va se passer avec votre avenir politique si vous n'êtes pas élu dans Toronto-Centre? Bon, je sais que c'est une question qu'on pose à tous les chefs. Ça reste à voir. Notre campagne n'est pas encore terminée. J'avais dit que je vais passer la majorité de mon temps dans la circonscription, mais pas nécessairement tout mon temps. Et je dois dire sincèrement, je sais que c'est nécessaire de poser les questions, mais notre parti, c'est un petit parti. Quand on gagne un siège, c'est toujours un nouveau siège. Il faut faire le travail. Moi, j'étais élue en pleine pandémie dans la deuxième vague. Il y avait tant de restrictions. J'ai jamais eu l'opportunité avant juin de vraiment passer de temps dans la communauté. Il faut que je mérite la confiance des électeurs là. Mais j'espère encore de voyager pour soutenir nos candidats et candidates. Claire? Ça, c'est quelque chose pour le 21 septembre. En fait, c'est l'anniversaire de ma sœur, alors ça reste à voir. Mais pour l'instant, je travaille et vraiment, je peux faire beaucoup de choses au même moment, mais considérer ça, c'est quelque chose pour le 21 septembre ou le 20 septembre. Micro numéro 2, s'il vous plaît. Rebonsoir, Mme Paul. Rebonsoir. Michel de Narcity. Oui. On a eu aujourd'hui le petit Charles, le petit Québécois de 11 ans là, qui parlait d'environnement. Oui. Quel message que ça envoie aux Canadiens et Canadiennes
qu'un jeune homme comme lui pense déjà au futur de l'environnement? Vraiment, bon, mes fils sont plus âgés, ils sont 17 et 21. Mais sincèrement, je dis au peuple du Canada, je sais que c'est compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup de terminologie très technique en ce qui concerne le climat. Mais je crois que tout le monde a l'intuition que quelque chose ne fonctionne pas. Après des décennies de cibles qu'on ne réussit pas à atteindre, après vraiment une record qui est le pire parmi les G7, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On ne devrait pas laisser notre avenir dans les mains les mêmes partis qui ont mis dans cette situation. Alors, pour ça, je dis, chaque verre qui serait là dans le prochain Parlement comme député est une voix sincère pour le climat. Mais on ne peut pas le faire seul. Il faut avoir tous les partis qui mettent à côté les questions partisanes pour travailler ensemble parce qu'on voit, c'est comme ça dans l'Union européenne. C'est 27 pays qui travaillent ensemble pour créer un plan ambitieux. Il faut le faire ici et pour Charles, je dis, Charles, va dire à tes parents, les autres électeurs dans la circonscription, que vous attendez qu'il fait le bon choix d'ici le 20 septembre. Merci. Micro numéro 1, s'il vous plaît. Hi, Ms. Paul, Stephanie Taylor with the Canadian Press. Hi there. On stage there, you framed daycare as a woman's issue, a women's issue. Is viewing it as a women's issue one of the reasons perhaps it's not viewed as a priority in your mind? Yes. And I'll say that about a lot of other issues as well. I do believe that the lack of women at the very highest levels of politics absolutely has an impact on what is prioritized. We have seen throughout this pandemic that women have been particularly disadvantaged. I'm thinking of long-term care, for instance. Long-term care was a women's issue. It was women who died in long-term care. It was women who took care of other women in long-term care. Often when women are involved, their priorities are deprioritized. So when I talk about bringing more diversity to politics, this is exactly what I mean. It would change the things that we talk about. It would change the urgency with which we act. And I would say that I apply that to a lot of other issues where we still have a lack of representation of the people most impacted by a social issue. Merci. C'était la dernière question. OK. Merci beaucoup. Bonne soirée. À demain. Par ici ou par ici? Bon. Oui, nous allons débuter avec les questions avec le micro numéro 2. Monsieur, si vous voulez y aller. Bonsoir, Monsieur Singh. Claude Loubachi, sans tambour, mille trompettes. Le Canada agit au plan international en bilatéral et en multilatéral, et notamment parmi les plus grands cadres d'action du Canada, c'est la francophonie. Est-ce que sentez-vous vraiment à l'aise dans cet espace?
du point de vue leadership actuel et de l'organisation de cet espace. Et lorsqu'on note le départ de Mme Catherine Cano, il y a une année, comment vous vous sentez dans cet espace francophone? Ça, c'est la première question. Et je voudrais savoir, parce que la francophonie, c'est plus l'Afrique, 70% de l'Afrique. Et le Canada prévoit ce qu'on appelle la démocratie, la promotion de la démocratie et l'aide au développement. Lorsqu'on parle de la promotion de la démocratie actuellement, comment vous vous sentez du moment où, en l'espace de 5 mois, des coups d'État ou des départs par la violence, nous notons les cas d'Idriss Déby au Tchad et nous venons de suivre, il y a 3 jours exactement, les coups d'État en Guinée. Comment vous pensez, êtes-vous prêt à revoir votre copie en matière de coopération avec l'Afrique, notamment en ce qui concerne la démocratie, et plus particulièrement avec la République démocratique du Congo? Et parce que lorsqu'on lit tout ce que la junte a donné comme message, que ce soit au Tchad et... Est-ce que vous pensez que le Canada ne doit pas revoir sa copie en matière de la diplomatie avec l'Afrique? Merci beaucoup. Merci pour votre question et votre passion. On sait qu'il y a des enjeux tellement sérieux en Afrique et le rôle du Canada dans le monde entier doit être un rôle de diplomatie, promouvoir la paix, promouvoir le bien-être de tout le monde. On a une responsabilité à jouer, donc un rôle plus sérieux à travers le monde pour aider les autres pays, pour aider les démocraties. C'est vraiment important et j'appuie énormément ce principe et les néo-démocrates appuient cette idée. Micro numéro 1, s'il vous plaît. Monsieur Singh, bonsoir. Louis Blouin, bonsoir. Canada. Longtemps. Il y a une question qui vous a été posée pendant le débat sur l'oléoduc Trans Mountain. Vous n'y avez pas répondu. Je vous la repose. Quand allez-vous couper le flot du pipeline Trans Mountain? Merci pour la question. Donc, premièrement, je veux dire encore, j'étais toujours contre ce projet. J'étais contre l'achat de cette pipeline. J'ai dit que M. Trudeau a fait une erreur en faisant ça et j'étais toujours contre ce projet. Donc, quand on est au pouvoir, on va analyser la situation et prendre une décision qui est prudente pour les Canadiens et Canadiennes. Micro numéro 2, s'il vous plaît. Merci. Alexandra pour Rebel News. Historiquement, le NPD s'est opposé aux grandes sociétés pharmaceutiques et aux sociétés milliardaires qui se sont enrichies grâce au blocage, comme Amazon et Walmart. Et le NPD était très attentif aux libertés civiles, y compris en étant pro-choix sur son propre corps. Pourquoi avez-vous embrassé les milliardaires de Big Pharma et abandonné votre philosophie de pro-choix? Merci, mais je ne réponds pas aux questions de Rebel News. Merci. Est-ce que vous pensez que c'est une option de ne pas répondre à un média juste parce que le fait que vous ne nous aimez pas? Nous devons... Merci beaucoup. Prochaine question au téléphone, s'il vous plaît. Merci. La question nous vient de Catherine Kozanowski from Rebel News. À vous la parole. Good evening. Before you tell me that you're not going to answer my question, I just want to say that I'm not here representing myself or my company. I'm here representing millions of Canadians who have real questions for you, like the one my colleague Alexa just asked. People who you would marginalize. Is your message to them that they are second-class citizens? Not at all. Sorry. Micro numéro 1, s'il vous plaît. Mr. Singh, Justin Ling, freelance. I'm wondering, one of the points of contention tonight was around Mr. Trudeau's CO2 emission reduction targets. He has repeatedly said in the campaign that only his plan is the serious one, that yours is weak, ineffective, won't go far enough. I'm wondering if you can expound a bit. I mean, your platform admittedly is a bit light on details. How will you get to the 40-45% emission reduction targets that you've been talking about? I would say really clearly we've got a strong plan, a bold plan. We believe very strongly that we have to do more to fight this crisis. And I think about Charles, who spoke earlier today, as a kid who's asking a question about his future and about his future kids. And he was barely 12 years old.
This is what we're up against. Kids are really worried. People are desperate about what the future will hold because they've seen the impacts of the climate crisis right now in our lives. So I want to tackle that with every resource possible. I want public investment. I want to invest in renewable energy. I want to invest in electrifying transportation. And we've seen Mr. Trudeau's track record. So he can say whatever he likes. His track record is he has missed every single target, the worst track record in the G7. He increased fossil fuel subsidies when he promised to decrease them or to end them. He has been a failure on this point, and I'm sad to say that because I want us to win this fight, and I know we can. Micro numéro 2, s'il vous plaît. Oui. Bonsoir, M. Singh. Mélanie Tremblay, Franco-Presse. On sait qu'au Canada, la cible en immigration francophone hors Québec est établie à 4,4 depuis plusieurs années, mais elle n'a jamais été atteinte. Quelle est la position de votre parti? Quelle serait la cible et de quelle façon vous pensez pouvoir atteindre une cible en immigration francophone hors Québec? Merci pour la question. J'appuie l'importance d'avoir l'immigration des francophones et aussi des gens en général. Je suis ouvert à travailler ensemble avec les experts pour atteindre un bon cible. Et pour moi, le but, c'est d'avoir un pays qui respecte la réalité d'un pays bilingue. Ça veut dire encourager l'immigration francophone, aussi accueillir les gens à travers le pays qui peuvent contribuer à notre société et aussi aider dans les cas où on a des tragédies des droits de la personne comme ce qu'on a vu en Afghanistan. On a un rôle à jouer pour accueillir les immigrants et aussi on a besoin des immigrants. Nous allons prendre une question du téléphone. Opérateur, est-ce qu'il y a une question? Il n'y a pas de question au téléphone. Micro numéro 1, s'il vous plaît. Et bonjour, M. Singh. Catherine Lévesque, la presse canadienne. Comment réagissez-vous au fait que le plan libéral en environnement reçoit des meilleures notes de la part des experts que de votre plan? Je n'accepte pas qu'ils ont un bon plan. Et on a eu un plan audacieux, avec des cibles audacieuses, avec des idées inspirantes et avec une volonté. Et la réalité, c'est qu'on a déjà vu le bilan de M. Trudeau. C'était un échec, malheureusement, parce que j'ai voulu qu'on gagne. Je veux encore qu'on gagne cette bataille contre la crise climatique. Mais le bilan de M. Trudeau est un échec. Il avait 600 pour faire quelque chose. Il a manqué chaque cible. Donc, comment les gens peuvent croire aux propos de M. Trudeau quand on a vu son bilan depuis 600? C'était un échec, c'était une faillite. Et c'est pourquoi les gens méritent mieux. On ne peut pas se permettre un 4 ans de plus de M. Trudeau avec des belles paroles, pas d'action. Micro numéro 2, pardon. Andrew Lawton, True North. Mr. Singh, earlier this year at a vigil for a slain Muslim family in London, Ontario, you called for the government to take more action in regulating online hate. As you know, there's already in criminal law a very high threshold for what constitutes hate speech. What would an NDP government do to delineate further speech, and how much would you factor into that freedom of expression and protecting that? We've got laws around what is hate speech, and for a good reason. We do not accept that people can promote hatred against someone, promote violence against someone for who they are. That is not allowed, and we are strongly in favor of the fact that those hate laws exist. But they're not being applied very well day to day. We see many hate crimes happen that aren't prosecuted as hate crimes, and it's important that happens. When people are being targeted because of who they are, because of where they come from, because of the color of their skin or their roots, it is something that is heinous and needs to be denounced particularly and specifically. And that's why we want to see the application of these hate laws when there are hate crimes. When it comes to online hate, the Liberal governments acknowledge that there is a problem, but they haven't acted in 6 years. They haven't done anything to take on hate speech online. And without any action from the government, we're leaving it in the hands of the web giants or these social media giants. And they are not equipped, nor have they shown really the willingness to take on online hate, and they allow it to spread. And I believe it is government's responsibility. And that's why Mr. Trudeau has failed on this account. And in doing so, has allowed hate messages to be spread
and that results in people being radicalized. We know that some of the worst massacres in Canada recently were the result of people who were radicalized by online hate. Given that that's a fact, we need to respond by having the ability to remove immediately misinformation that incites hatred and act quickly to stop the spread of those type of messages online. Merci. C'était la dernière question. Dernière question. Merci beaucoup. C'était la dernière question. Merci.